Je dis oh, non, non, là là, non, pas du tout, je fais jamais ça. Le 25 mars 2026, on apprenait le décès à 48 ans seulement de Loana Petrucciani. Un nom à jamais associé à celui de la télévision du tout début des années 2000. Elle qui fut l'un des visages les plus emblématiques de la première saison de Loft Story. À la fois objet de fascination et de répulsion, jugée très durement pour sa prétendue vulgarité. C'était pas l'image que je voulais donner, celle de la bimbo quand je suis arrivée avec mon petit ensemble tout rikiki, 2 cm² de tissu bleu turquoise. Et c'était pas vraiment ça que je voulais donner comme image. Bon, après, c'est ce qui a été, ce qui est passé. Et c'était, je disais toujours, laissez-moi le temps de vous prouver que je suis quelqu'un d'autre. Elle a été vite érigée en symbole de la bimbo, cette figure composite, adulée mais moquée, starifiée mais cible incessante de remarques dégradantes. Alors 25 ans plus tard, que peut-on dire des bimbos et surtout que peut-on dire de l'évolution de notre regard sur elles, sur ce qu'elles étaient et ce qu'elles n'étaient pas? C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Je suis Thomas Rozek et vous écoutez Programme B. Ces questions, je les avais adressées il y a quelques saisons de cela à 2 connaisseurs, à commencer par mon confrère Paul Sansfourche, auteur en 2021 du livre Sexism Story au Seuil, une enquête sur la construction et la destruction méthodique qu'a dû subir Loana dans un parcours médiatique qui a tenu jusqu'au bout presque du chemin de croix. Bref, Paul Sansfourche, c'était la personne idéale pour répondre à cette question très simple. C'est quoi une bimbo ? Pour moi, déjà, c'est une période. Ça correspond à la fin des années 90 et ça s'interrompt, on va dire, au début des années 2000. On arrive, après plusieurs décennies de matraquage publicitaire, du monde médiatique, du monde cinématographique, avec tout un tas d'injonctions qui sont faites aux femmes et au corps des femmes. Et les bimbos, elles vont pousser encore plus loin les canons. Elles vont adopter évidemment une blondeur extrême, une blondeur platine. Elles vont gonfler leur poitrine en faisant des opérations de chirurgie esthétique. Elles vont se percher très haut sur des talons. Elles vont aussi adopter une tenue vestimentaire provocante, sexy, justement qui est en parfaite adéquation avec les exigences du regard masculin. Et c'est à mon avis comme ça qu'on peut les définir. C'est dans ce temps extrêmement restreint finalement, une performance de genre, d'hyperféminité qui va en fait révéler quelque part toutes les injonctions qui sont faites au corps des femmes dans la société en général. C'est quoi leur rôle à la fois politique et culturel dans l'espace médiatique de cette période très particulière? Elles occupent en fait une place de choix dans la société du divertissement. Elles sont mises en avant comme en fait de beaux objets, puisque c'est finalement ce que leur demandent les regards masculins. Donc elles ont accepté ces règles du jeu-là, et elles décident finalement d'en faire quelque chose de subversif. Elles vont reprendre ces règles-là, elles vont les dépasser, elles vont créer leur propre corps, elles vont se construire. Donc c'est vraiment un acte un peu, pour moi, politique, hein. C'est du do it yourself, et elles vont pouvoir comme ça aussi gravir les échelons de la société du spectacle et occuper les premières places pendant quasiment une décennie. Le paradoxe étant que si elles occupent une place certes importante et très mise en avant, elles doivent aussi affronter un regard extrêmement négatif. Globalement, il y a une forme de consensus pour les dénigrer en permanence. Et c'est en ça qu'elle révèle aussi toute l'hypocrisie en fait de la société patriarcale, puisque elles correspondent absolument de manière vraiment parfaite et absolue au male gaze, et en même temps on va leur reprocher parce qu'on va dire c'est trop provoquant, c'est trop sexy. Donc c'est pour ça qu'elles opèrent vraiment une espèce de réponse en miroir à la société patriarcale, et effectivement elles vont déchaîner les passions, alors que ce soit dans l'adoration comme dans la détestation, parce que justement on trouvera ça insupportable d'aller aussi loin dans la provocation,
télévision, d'être aussi sexy. Et puis je crois que globalement, on n'aime pas bien quand les femmes sortent de la place qui leur a été assignée. Les bimbos, c'est une prise de pouvoir. Elles disent, voilà, nous, on décide de se faire opérer, on décide de s'habiller comme on veut. Quelque part, on sort justement des normes, et ça dérange toujours la société. Et je crois aussi qu'une partie de la détestation, elle vient aussi du fait que beaucoup de bimbos ont tiré des sources de revenus, ou tout simplement de pouvoir, de l'exploitation de leur corps. Si on regarde, il y a pas mal de bimbos, que ce soit Pamela Anderson, Anna Nicole Smith, Loana, qui ont été stripteaseuses. Il y a certaines qui ont été aussi actrices dans des films pornographiques. Je pense à la Cicciolina, à Lolo Ferrari. Donc, ce sont des femmes qui ont tiré revenus, qui ont tiré pouvoir de leur corps, et ça, pour la société, c'est souvent intolérable. Est-ce que c'est ça qui explique ce côté intolérable, justement, l'impression de délectation qui ressort dans l'œil du public du spectacle de leur déchéance? Je pense au déboire de Loana, je pense aux états de souffrance psychologique dans lesquels s'est retrouvée Britney Spears, qui est aussi une représentation de la bimbo de cette période-là. Est-ce que c'est pour ça aussi que le public, nous, semblons prendre plaisir à les voir souffrir? Oui, je crois. En fait, quand on a assisté à l'ascension d'une femme, d'un corps de femme, il y a tout un pouvoir, justement, une emprise qui s'opère sur notamment les regards masculins, aussi les regards féminins, mais bien sûr les regards masculins. Et ce pouvoir-là, on va être très heureux de pouvoir le fouler aux pieds à partir du moment où cette bimbo, cette femme, va chuter, va faire un faux pas, et alors là, on va pouvoir se déchaîner, faire ressortir justement toute cette tension aussi sans doute sexuelle, cette tension érotique, en se réjouissant de la chute de ces icônes-là. Quand on regarde effectivement en ce moment à la fois le documentaire dont Britney Spears a été l'objet, Affirming Britney, ou le documentaire qui a été aussi consacré à Paris Hilton, on voit qu'en fait cette société du spectacle, elle a vraiment un appétit très très fort pour les jeunes filles, et on sera extrêmement ravis de pouvoir effectivement les fouler aux pieds dès que leur pouvoir aura périclité. Est-ce qu'on en arrive 20 ans après l'apogée du règne des bimbos sur les petits écrans notamment, est-ce qu'on en arrive au moment où notre regard évolue, où notre génération, qui est vraiment celle qui a grandi avec cette image-là, interroge sa perception de cet objet médiatique qu'est la bimbo? Alors je vais répondre en tout cas pour ma part. Effectivement, je pense que quand on a grandi comme adolescent avec ces figures féminines qui étaient proposées à la télévision ou par l'industrie musicale, on a forcément eu tout un tas de représentations mentales, de préjugés. En tant qu'adolescent, évidemment, il y a aussi une tension sexuelle quand on observe ces stars-là. Et je crois que cette construction médiatique, elle a souvent inhibé l'empathie qu'on pouvait avoir pour ces personnes. Ça devient simplement des images qui sont à distance, qu'on peut donc, sur lesquelles on peut taper en fait après, alors que voilà, on a complètement oblitéré, on a complètement occulté leurs qualités humaines, et on a complètement oublié qu'effectivement ces personnes étaient à la fois des vedettes, des artistes, mais des femmes, des mères, des sœurs, enfin voilà, je dirais simplement des personnes normales. Et je pense que c'est tout ça qu'on revoit aujourd'hui avec un regard un peu neuf, et qui évidemment aussi tire profit de ce qui s'est passé avec MeToo en 2017. Et aussi peut-être on se met à réfléchir un peu plus sur leur place justement dans le champ médiatique, et cette sensation qu'on avait qu'elles étaient au pouvoir, en contrôle, alors qu'en réalité elles étaient avant tout des objets et non pas des sujets de ce cirque médiatique auquel elles participaient, mais dans lequel elles prenaient peu la parole finalement. Oui, c'est exactement ça. C'est effectivement des personnes qui ont eu quand même une activité, je dirais, qui ont été actives, qui ont construit aussi leur succès, mais qui sont aussi et qui étaient aux mains d'une industrie, souvent d'ailleurs détenue par des hommes. Donc il y a cette double réalité, c'est-à-dire que ce sont à la fois les participants de leur succès, mais aussi des victimes, des personnes qui ont été mises aux mains d'une industrie et dont on a effectivement tiré d'énormes revenus. Et quand ces starlettes ou ces stars effectivement retournent à l'anonymat ou tombent dans la détestation populaire, évidemment ces industries-là, elles sont toujours en place et s'en tirent extrêmement bien.
Et après, c'est là que les choses se gâtent malheureusement pour celle qu'on a baptisée Bimbo. C'est ce dont on a discuté entre autres avec ma seconde invitée, l'artiste Garance Bonotto, qui a consacré de nombreux travaux à cette figure dont elle est devenue une fine connaisseuse. Pour moi, la figure de la bimbo est un peu tombée en désuétude aussi parce qu'il y a eu une reproduction quasi systématique. C'est-à-dire que là où Loana était quand même une figure d'exception, ensuite, beaucoup de femmes participant aux téléréalités correspondaient à ce stéréotype-là. Il y a eu aussi tout simplement les modes changent et en fait, je pense qu'il y a eu l'arrivée de nouveaux modèles. Donc, je pense à Nabila, je pense à Kim Kardashian, donc des modèles plutôt typés méditerranéens avec d'autres injonctions corporelles, plutôt la valorisation, par exemple, des fesses tout autant que les seins. Enfin bref, il y a eu un changement de norme qui s'est opéré, qui suit juste une sorte de processus historique selon moi. Aujourd'hui, cette revalorisation que j'explique par plusieurs raisons, déjà, on est 20 ans après, donc je pense que c'est le temps classique pour jeter un nouveau regard sur un objet culturel, un effet revival en quelque sorte. Que ce soit la bimbo ou la Lolita, en fait, ce sont des figures qui parlent à des trentenaires ou des presque trentenaires dont je fais partie, parce que ce sont des figures qui ont été incontournables dans notre enfance, sur lesquelles on ne s'est pas posé mille questions. On a grandi dans un univers où la télévision régnait en maître, où on était très sujet à un girl power extrêmement marketé, mais on a aussi connu MeToo, on a aussi connu la nouvelle vague féministe, et du coup, en tout cas, je parle pour moi, mais des fois, on ne sait pas trop comment se dépatouiller entre ces représentations qui nous ont matrixés et nos convictions. Et donc, moi, c'était la base de mon travail, c'est vraiment d'aller... ça m'a donné envie de gratter, en fait. Ça m'a donné envie de tordre un peu le script, d'aller voir d'où ces représentations venaient et de jeter un nouveau regard, notamment sur ma fascination pour Loana quand j'étais enfant. Et même si ce n'est pas des figures féministes en soi, faudrait pas plaquer ça sur elles parce que c'est pas comme ça qu'elles se définissent, même si leur vie a été féministe à bien des égards. Elles invitent à une réflexion féministe et elles peuvent être regardées d'un point de vue féministe. Leur trajectoire, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire, de jeter un nouveau regard là-dessus. Oui, elle nous tend un miroir, en fait, par rapport à ces questions de célébrité, de genre. Si on sort de ce regard masculin et qu'on adopte un autre regard, ce que vous avez souhaité faire sur ces figures-là, qu'est-ce que vous y avez trouvé, très clairement, en changeant le regard ? J'y ai trouvé une forme d'incitation à être comme je le souhaitais, c'est-à-dire à se débarrasser, à penser la féminité en dehors du regard masculin, parce que c'est possible, selon moi. Et encore une fois, on se trompe de coupable. Qui c'est qui doit changer ? C'est pas les femmes qui décident de performer l'hyperféminité, c'est évidemment le regard masculin. Elle m'inspire aussi une grande liberté, une forme d'humour, et j'ai aussi une tendresse incommensurable pour ces figures-là. Je pense qu'il est vraiment lié à une nostalgie aussi enfantine. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose à réparer, en fait, dans le regard qu'on a porté sur elle. Et c'est pour ça que le théâtre, même si après j'ai travaillé sur ce sujet-là sous différentes formes, des articles, une conférence, et là je travaillais un docu, mais le théâtre m'a d'abord permis d'ouvrir une porte, c'est-à-dire la fiction, d'imaginer autre chose de ces figures-là. Il y a un nouveau mouvement aussi de bimbo de la génération Z, on peut dire, sur les réseaux sociaux, depuis 2020 notamment, et donc on a des personnalités, des influenceuses comme Alicia Amira déjà qui défendent vraiment la performance de l'hyperféminité comme un outil d'empowerment. Et ensuite, on a des influenceurs et influenceuses TikTok qui se sont réappropriés ce qu'on appelle la bimbofication. La bimbofication, c'est à la base un fétiche plutôt sexuel, un kink qui consiste en se transformer en bimbo. Mais maintenant, ça désigne plutôt la performance de l'hyperféminité en général, notamment grâce à ces TikTokers et TikTokeuses, donc qui sont de tout genre. Donc il y a la bimbofication peut être pratiquée par des personnes trans, des personnes cis, des personnes non-binaires. Donc on parle de himbo, de dembo maintenant, par des personnes racisées, par des personnes qui n'ont pas un corps normé tel qu'on se figure pour la bimbo. Donc cette figure-là a été complètement réinvestie. Il y a même des bimbos marxistes, des bimbos gothiques. Et c'est intéressant parce qu'on est passé d'une assignation péjorative à une revendication de la part de personnes concernées. Et ça, c'est évidemment lié à l'histoire des médias, selon moi, parce que, comme on le disait, les bimbos historiques dépendaient de la télé, leur image était manipulée, elles ne s'appartenaient pas complètement dans la culture spectaculaire, là où les réseaux sociaux ont évidemment permis de travailler la présentation de soi, de contrôler son image, et puis tout simplement de produire son propre contenu. Donc il y a quand même l'idée d'une bimbo autonome qui a émergé ces dernières années. Avant même cette revalorisation-là, la bimbo, elle était déjà réappropriée sous forme, c'était une muse en quelque sorte
pour certains créateurs, précisément créateurs parce que c'était souvent des hommes, qui étaient attirés à la fois par son maximalisme, son côté sulfureux, ou qui aimaient puiser dans la culture pop pour s'inspirer. Yann Bucois, par exemple, qui a fait tourner Lolo Ferrari dans Camping Cosmos, un réalisateur belge. Il y a Nabila Elouana qui avait défilé pour Jean-Paul Gaultier, qui a plusieurs fois témoigné de son goût pour le mauvais goût, en quelque sorte. Il y a David Lachapelle, elles ont été aussi les muses de David Lachapelle pour Anna Nicole Smith et Pamela Anderson. Donc là, il y a une question qui m'a toujours interpellée, c'est qu'il y a, je pense, une tendresse sincère pour ces figures, mais après, il y a aussi quelque chose de la réappropriation culturelle quand même, l'appropriation culturelle des codes un peu dédominés par les dominants, et on l'a vu avec le documentaire Kaggle Forever, comment la mode s'inspire toujours de la rue. Donc, il y avait jusque-là une sorte de tension entre une tendresse ou un encanaillement un peu ironique dans le traitement des bimbos. Mais elles n'ont jamais été que honnies. Elles étaient toujours entre le rejet et la fétichisation. Elles ont toujours été des sources d'inspiration, tout simplement parce qu'elles sont esthétiquement aussi assez stupéfiantes. Voilà. Et qu'elles sont donc promptes à attirer une galerie de curieux, de curieuses, quoi. Et donc là, on est, avec cette troisième génération, cette génération TikTok, je pense qu'on est dans un au-delà, quoi, de cette dynamique entre rejet ou fétichisation. En fait, il y avait jusque-là une longue histoire plutôt d'objectification ou d'appropriation de la bimbo. On l'a très peu entendu parler en son nom. Et là, maintenant, non seulement il y a une revendication du mot, dans un schéma classique de retournement du stigmate, on l'avait aussi avec le mot slut, les slut walk, et en plus un réinvestissement féministe de la part d'une nouvelle génération de cette figure-là. Donc à tous les étages, la bimbo s'indépendantise en fait. Et je trouve que ce phénomène est vraiment intéressant. Sur cette idée de réparation que vous avez mentionnée, est-ce qu'on peut y associer, d'après vous, ce qu'on est en train de voir, notamment sur les réseaux sociaux, on reste sur cette idée numérique, de réaction autour, par exemple, d'un personnage comme Britney Spears, où beaucoup de gens se mobilisent, ou en tout cas font état de leur solidarité vis-à-vis d'elle, là où, il y a 10 ans, 15 ans, c'était plutôt la moquerie qui prédominait dans les moments où elle était en détresse. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas. Il y a quand même un phénomène d'empathie naturelle quand on apprend plus en profondeur ce qu'elle a vécu. Et même Loana, j'ai l'impression, je ne sais pas, en regardant des commentaires récemment sur YouTube de sa dernière apparition chez Cyril Hanouna, c'était des commentaires, il y en avait beaucoup des bienveillants en fait, et qui témoignaient de la pitié pour beaucoup, mais quand même une forme de sympathie, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, je ne sais pas, parce qu'en fait, de quelle opinion publique on parle, si c'est très situé. Moi, la revalorisation de la bimbo, je la vois plutôt dans des milieux féministes, conscientisés, jeunes, trendy, plutôt urbains. Je ne sais pas si c'est encore... je suis sûre même que ce n'est pas encore facile d'être une bimbo n'importe où. Et ces femmes sont encore moquées, et il y aura toujours des gens pour se frotter les mains de leur déchéance. Mais quand même, il y a effectivement une sorte de buzz dont il faut profiter, dans le sens où qui peut vraiment être éclairant. Et ouais, Framing Britney, y participe. This is Paris aussi, où elle explique comment elle a été maltraitée dans un centre scolaire. Il y a aussi le témoignage de Loana, Pamela Anderson aussi. Mais en fait, les bimbos ont toujours parlé. C'est ça aussi qui est étonnant, c'est que quand même, Pamela Anderson, ça fait 8, peut-être pas 8 ans, mais ça fait au moins 5 ans qu'elle a raconté ses agressions sexuelles et les viols qu'elle a subis. Anna Nicole Smith aussi. Et ce qui est triste, ce qui moi m'attriste, c'est qu'il y en a déjà qui sont mortes en fait. C'est déjà trop tard pour certaines, Lolo Ferrari, Anna Nicole Smith notamment. Et à l'époque, vraiment, personne n'a voulu voir la violence qu'elle subissait, les abus. On se disait juste, oh là là, qu'est-ce qu'elle est white trash, qu'est-ce qu'elle se perd, ses seins, c'est trop. Alors que derrière, il y a des managers parfois peu véreux, il y a des boîtes de prod, il y a un entourage de mauvais conseils. Et donc ça interroge aussi. Est-ce qu'on doit attendre qu'une bimbo soit morte pour s'y intéresser ? J'espère pas. C'est pas une chance qui est souvent laissée, de laisser la bimbo être autre chose qu'une bimbo. Donc ça, c'est parce qu'on aime bien les stéréotypes, quoi. On aime bien la réduction, surtout des femmes, à une seule chose. On accepte peu la complexité dans la représentation médiatique. Et elles ont été les premières à en pâtir, parce qu'une bimbo qui pense, ça trouble trop l'ordre des choses, quoi. Il faut la faire taire absolument. Si on se rendait compte que les femmes pouvaient être belles et intelligentes...
Et depuis cet entretien, Garance Bonotto s'est lancé avec sa compagnie 1% artistique dans un nouveau projet qui s'appelle Pink Machine. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur compte Instagram. Merci à Garance Bonotto et à Paul Sansfourche pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Charlotte Bex et réalisé par Paul Berthiaud. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos plateformes d'écoute préférées. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.